de tous ces éléments que vous avez recueillis sur sa personnalité, quelle conclusion en tirez-vous sur le président qu'il sera? Attentiste ou volontaire? Conciliateur ou bulldozer? Quel président sera-t-il Alors, d'après vous? ça va être... on verra, effectivement, parce qu'il y a chez lui ces deux facettes. Il y a d'un côté ce désir de concilier très fort qu'il a toujours eu. Ses amis à l'ENA me disaient il a toujours détesté cliver. C'est quelque chose qu'il a en horreur. On l'a senti dans les débats. Et on l'a bien senti. On l'a senti à la fin de la campagne. On pouvait dire aussi que c'était pour recueillir le plus de suffrages possible. C'est aussi une stratégie. Néanmoins, c'est quelque chose qui vient de loin chez lui. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui sait trancher et qui sait aussi aller vers la confrontation quand il le faut. Il a montré au cours de sa carrière, il a montré quand il était ministre de l'économie. Il l'a montré en démissionnant. En montant son mouvement. Voilà, de ces deux facettes, quelle est celle qui prendra le dessus? Ça, on verra bien. Réponse dans les prochains mois. François Langlais, on vous a demandé aussi d'être avec nous parce que Emmanuel Macron élu président de la République. On a envie de savoir qu'est-ce que c'est que le macronisme? Le macronisme, presque, j'allais dire, d'un point de vue philosophique. Vous êtes philosophe de formation. Je veux dire, on ne parle pas de son programme économique, on parle de cette philosophie économique qui l'anime et qui est assez singulière. Comment la résumer? Je pense que disons, son inspiration est composite, quoi. Hein. C'est un moteur hybride. Il y a à la fois de l'essence et de l'électricité. Pour l'essence, c'est très classique. C'est le développement de l'économie privée au détriment de l'État. On va quand même faire des économies, diminuer le nombre de fonctionnaires. L'objectif, c'est que les entreprises privées se portent mieux, qu'elles créent de l'emploi. Et puis, il n'y a pas que ça. Pour autant, ça c'est un programme, je dirais, libéral assez classique. Mais il y a en plus ce qu'on avait appelé avec Ségolène Royal la flexi-sécurité, c'est-à-dire oui, de nouvelles protections pour les salariés, l'extension de l'assurance chômage, par exemple, à des catégories qui n'y avaient pas droit jusqu'ici, mais dans le même temps, aussi un assouplissement du marché du travail auquel les Français vont devoir s'habituer si ces réformes passent, parce que ça va quand même changer un peu l'environnement. On a l'impression qu'il y a une grande méfiance chez lui, ou en tout cas une désillusion, c'est l'idée que le statut protège. On a l'impression que c'est un candidat anti-statut et qu'il défend une nouvelle vision de l'économie contre les statuts, que ce soit les régimes de retraite, que ce soit le statut de CDI qu'il veut réformer, que ce soit d'autres statuts. C'est vrai, en fait, ce qu'il met en cause, c'est justement le caractère protecteur du statut. C'est-à-dire qu'il a fait ce diagnostic-là, qui avait été fait par d'autres avant lui, hein, notamment par la Fondation Saint-Simon il y a déjà une vingtaine d'années, c'est que le statut offre des protections en carton, bien souvent. Et que, par exemple, ce fameux CDI, pour lequel nous nous battons tous, évidemment, il garantit les protections. Mais d'un autre côté, il interdit l'accès à l'emploi de toute une catégorie de population qui est moins bien formée ou moins bien préparée. Et c'est donc cet équilibre subtil entre protection et responsabilité qu'il cherche à modifier. Et le premier test de tout cela, ça va bien sûr être la réforme du marché du travail. Alors justement, en deux mots, là, à quoi il faut s'attendre dans les 2-3 mois qui viennent, les grandes décisions économiques que doit prendre Emmanuel Macron? Il y aura 3 temps. Le premier va être social. C'est d'ailleurs très singulier, c'est tout à fait inhabituel qu'un président commence par le social. D'habitude, il fait ce que les conseillers d'Emmanuel Macron appellent un feu de joie, c'est-à-dire un correctif budgétaire où on baisse les impôts, où on programme des dépenses. Là, pas du tout. On reste dans le budget qui a été établi par François Hollande. Et on va s'attacher à la réforme du marché du travail, qui est une réforme explosive, parce qu'elle va être faite par ordonnance, mais en même temps, nous avait dit le candidat, celui qui n'était pas encore président, avec une concertation minimale. Bon, l'homme clé, là, ça va être Laurent Berger, le patron de la première centrale syndicale française, qui est aussi une syndicale réformiste. Ça, c'est le premier temps. Ordonnance, réforme du marché du travail. Ensuite, avant l'été, autour de l'été. Le deuxième, il est précisément budgétaire. C'est à la rentrée, c'est en septembre-octobre. C'est le cadrage de l'année qui vient avec les baisses d'impôts. Donc la suppression de la taxe d'habitation progressive, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la réforme de l'ISF. La hausse de la CSG. Mais la hausse de la CSG de 1,7%. Et le troisième temps? Le troisième temps, ça sera les réformes de plus long terme, c'est-à-dire la réforme de l'assurance chômage, de la formation et des retraites. Tout ça va se passer normalement entre la fin 2017 et le début 2018. 3 temps, voilà pour l'horizon. Merci Anne, merci François. En 2 mots, François, il bénéficiera d'une bonne conjoncture pour faire tout ça, Emmanuel Macron? Meilleure qu'elle n'a jamais été depuis 5 ans. Là, pour le premier trimestre 2017, la zone euro fait mieux que les États-Unis. C'est pas arrivé depuis très longtemps. Le problème, c'est que cette conjoncture, elle porte
une France qui est connectée à l'économie monde. C'est la France de la région parisienne, du sud-ouest, et c'est la France qui a voté pour Macron. L'autre France, celle qui n'a pas voté pour lui, justement, c'est tout le problème français, elle est beaucoup moins portée par ce vent-là, et tout l'enjeu, ça va être d'étendre les bénéfices de cette conjoncture un petit peu meilleure. Et là, c'est une autre histoire qui s'écrira. Merci François, merci Anne. Léa. Alors, je vais vous donner la parole. Je vais donner la parole aux invités qui s'impatientent et qui ont envie de réagir à ce qui se dit. Je vous poserai, on fera un tour de table très rapide. Vous nous direz quelle image vous gardez de cette soirée. Qu'est-ce que vous avez pensé des mots d'Emmanuel Macron, de la scénographie, du choix de faire une image avec sa famille et non pas avec des élus politiques. Et ça, c'est rare, c'est une image à l'américaine. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. On ira assez vite chacun. Mais d'abord, on va tout de suite sur place retrouver Jeff Wittenberg. Vous êtes en compagnie d'un militant macroniste ou macronien, je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas non plus. Effectivement, je suis avec un de ces milliers de supporters d'Emmanuel Macron qui est présent ce soir. Vous appelez Didier, vous avez 52 ans, vous êtes un père de famille, vous êtes venu avec vos enfants. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez passé de cette arrivée d'Emmanuel Macron tout à l'heure? Je l'ai trouvé très mitterrandienne. Ça m'a rappelé en fait l'arrivée de François Mitterrand en 81 au Panthéon. Donc avec tout un cérémonial. Mais c'est quelque chose qui vous a plu, vous avez trouvé qu'il était dans son rôle? Oui, dorénavant, il est dans son rôle, oui. Avant, ça aurait été trop exagéré, mais maintenant, il est dans son rôle, oui. Et ce qui m'a plu aussi, c'est la musique, l'hymne européen qui ponctuait son arrivée. Donc c'est un signe fort, c'est-à-dire qu'il veut s'engager aussi plus dans la construction européenne. Pour vous, c'est important qu'il défende, vous êtes un électeur centriste, vous me le disiez au départ, qu'il défende ses convictions européennes dans les mois qui viennent. Pour vous, c'est capital? Oui, c'est important parce que l'Europe a besoin de se construire, d'avoir un avenir commun avec un fort consensus franco-allemand, je dirais. Vous diriez qu'aujourd'hui, il doit agir vite, qu'il doit prendre des mesures dès les prochaines semaines de son quinquennat? Oui, mais déjà la formation de son premier gouvernement, après les élections et l'obtention ou pas d'une majorité parlementaire, ce qui ponctuera son action à venir. Merci beaucoup Didier. Vous allez retrouver les partisans d'Emmanuel Macron qui sont plusieurs milliers sur cette place du Louvre qui commence un petit peu à se vider, mais il y a encore pas mal de monde. Et les DJ qui sont revenus. Oui, et qui sont en train de danser pour beaucoup d'entre eux, on les voit à l'image. Merci Jeff, on vous retrouvera peut-être tout à l'heure. C'est intéressant d'entendre toutes ces personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron, qui ont décidé de venir un soir de mai un peu frisqué pour l'entendre et pour fêter cette victoire. Et on a un aperçu comme ça, et c'est vrai qu'il faudra trancher le débat, des macronistes ou des macroniens. Oui. On sera amenés à prendre une position. Tour de table rapide avec vous sur ce qu'on vient de voir. Sur cette soirée, cette première soirée du président Macron, il était dans le ton juste, il a envoyé les bons signaux. Je m'adresse à vous, Renaud Dutreil, puisque vous êtes le dernier à nous rejoindre. Position particulière, puisque vous avez participé à un gouvernement de Dominique de Villepin, si je ne m'abuse, peut-être de Jean-Pierre Raffarin, déjà avant lui. Et vous avez monté dans le train d'en marche. Vous êtes monté dans le train d'en marche assez tôt, et vous êtes aujourd'hui aux côtés d'Emmanuel Macron. Elle était comment cette soirée? Oui, d'abord le lieu, le Louvre, ce palais des rois, ce palais des autocrates qui a été rendu au peuple en 1790 et au peuple pour honorer la culture. Et je pense que d'abord ce soir, c'est un message sur ce que fait la France, la langue française, la culture, cette pérennité de la France dans le temps. Et il a rappelé que l'Europe et le monde regardent et attendent aussi au tournant. Donc un événement extrêmement riche en symboles, avec beaucoup de gravité, et ce sens de la grandeur qui peut-être avait été un peu perdu et auquel Emmanuel Macron est très attaché. Merci. Je vais vous demander d'être bref, chacun d'entre vous, parce qu'on va vous donner la parole à chacun d'entre vous. Eric Woerth, est-ce que vous êtes d'accord avec Renaud Dutreil? Est-ce que vous avez été convaincu par les premières minutes et les premiers mots de Macron président? Je suis d'accord sur le Louvre. J'ai pas de problème avec le Louvre. Mais j'ai trouvé l'image parfois un peu ridicule. Il y a du surmoi là-dedans, une volonté de se présidentialité immédiatement, et puis un discours assez insipide. Mais c'est un discours aussi, alors que le premier discours avait été assez grave, le deuxième discours est un peu comme ça, improvisé, mais on voit bien qu'il est en campagne. C'est qu'Emmanuel Macron, là, il va aller chercher cette majorité dont il a besoin, et nous, on pense que les électeurs de droite et du centre ne lui donneront pas, et que nous pourrons avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour
travailler avec lui, mais dans le cadre peut-être d'un autre scénario que celui qu'il imagine. Vous pensez à une cohabitation et Je vous pense à une pensez au pouvoir à cohabitation l'Assemblée. sans confrontation, je pense à une cohabitation sans affrontement, mais avec des électeurs de droite, du centre, tous ceux qui ont envie d'une véritable transformation du pays et pas uniquement une séance de communication ou de marketing. Jean-Christophe Lagarde, avez-vous été sensible à cette symbolique, la symbolique de cette soirée présidentielle? Regardez ces images, on les a vues 20 fois, ou 5 ou 6 fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau président de la République, heureusement, celles et ceux qui ont voté pour lui, qui ont fait sa campagne, sont heureux, rêvent. Et malheureusement, la France, c'est souvent ça. C'est pendant 3 mois, on rêve, et pendant 4 ans et demi, on a la gueule de bois. Et la question aujourd'hui, c'est d'éviter la gueule de bois. Et puisque c'est la première fois que je m'exprime, est-ce que je peux vous dire simplement que d'abord que j'ai un soulagement du fait que ce ne soit pas Marine Le Pen qui ait été élue président de la République. On a évité le pire. Emmanuel Macron a été élu, bien élu, avec des gens comme moi, comme beaucoup d'autres, comme des millions de Français, qui ont voté pour lui, qui ne partagent pas son projet. On sait qui va nous présider. Maintenant, il reste à déterminer qui va nous gouverner. Et c'est vrai qu'il a commencé la campagne législative ce soir. On a retrouvé les accents d'un meeting de campagne plutôt qu'une déclaration d'un président de la République. C'est son droit et c'est normal. Mais je pense qu'il y a dans notre pays des idées qui sont différentes, qui peuvent parfois être partagées et qui maintenant vont devoir être tranchées aux élections législatives pour qu'on détermine qui nous gouverne. Et Nous, votre on fera camp, campagne votre sur camp- nos idées. Votre camp, il est clairement celui de l'opposition. C'est pas une question de camp, c'est une question d'idées. Est-ce qu'on a changé ce soir, ou depuis 15 jours, d'idées, de valeurs et de projets? Non. On a sauvé, entre guillemets, la France du pire. Maintenant, il faut arriver à construire, pas à jouer à une revanche, mais à construire une alternance éducative, économique, sociale, européenne. Et on continuera à se battre, y compris avec nos alliés les Républicains pour ça. Jean-Marie Le Guen, vous avez entendu les mots durs d'Éric Woerth, discours ridicule et mise en scène marketing. Est-ce que vous le trouvez dur ou est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Qu'est-ce que vous ressentez ce soir sur les premiers instants? D'abord, moi, j'ai apprécié la première intervention, j'ai trouvé d'une incarnation très forte, empreinte de gravité, de responsabilité. Deuxièmement, sur l'ensemble de ces deux interventions, aussi l'idée du rassemblement. J'entends bien les réactions un peu habituelles, j'allais dire parfois un peu cyniques, j'allais dire, sur cet appel au rassemblement. Je crois peu ironique, disons. Oui, mais tout à l'heure, on disait, bon, c'est toujours comme ça. Non, la France est dans une situation particulière. La population la France est assez fragmentée, on l'a déjà dit. Il y a des tensions, et donc moi, je prends au sérieux cet appel au rassemblement. Je le reçois, et je pense que tous ceux qui sont épris de progrès, de justice, doivent l'entendre. Il y a un appel à la mobilisation, au-delà même des forces que Emmanuel Macron a déjà rassemblées, je parle notamment au premier tour, il faut qu'il y ait un rassemblement beaucoup plus large, pour qu'il y ait un gouvernement qui agisse véritablement, parce que notre pays a besoin de réformes. Mais attendez, vous nous tendez la perche, Jean-Marie Le Guen. Vous, aujourd'hui, vous vous sentez plus proche du Parti socialiste, d'où vous venez. Je rappelle que vous êtes un proche d'Emmanuel Valls. Ou vous vous sentez plus proche d'Emmanuel Macron? Écoutez, je suis depuis des années militant du Parti socialiste, je suis socialiste, mais je suis pleinement dans la majorité présidentielle avec Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas dans la défiance, dans la mise de côté, je ne suis pas déjà dans l'opposition avec des calculs pour qu'il échoue. Je veux qu'il réussisse, je veux apporter aussi ce que moi et d'autres, nous pouvons apporter à son projet, l'enrichir, mais c'est évidemment dans la réussite du quinquennat d'Emmanuel Macron, dans la réussite de cette politique, dans la nécessité pour notre pays de résoudre des questions essentielles. La question européenne qui est devant nous, elle est majeure. Elle va à nouveau opposer les démagogues et les populistes de différents niveaux. Et il faudra bien que nous nous rassemblions autour de cette question européenne pour avancer. Bien. On pourrait parler d'autres sujets, la République, la réforme de l'école. La réforme de l'école, elle doit être portée à un niveau avec une ambition beaucoup plus grande que celle, y compris que nous avons portée jusqu'à présent. Mais ça ne se fera pas s'il n'y a pas un minimum de rassemblement. Ces valeurs de justice, d'éducation, de progrès, je pense qu'il faut les nourrir et il faut nourrir la dynamique aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Jean-Marie Le Guen, on a bien compris ce soir qu'il y avait deux lignes au Parti socialiste, ceux qui étaient Parti socialiste point et ceux qui sont Parti socialiste / majorité présidentielle. Vous êtes de cela Rassemblement dans la continuité. pour faire simple, en tout cas pour essayer de simplifier. Oui, Même question, c'est bien ça. Même question à Cécile Duflot. Quelle impression vous laissent ces premiers instants d'Emmanuel Macron? Je pense qu'il ressemble beaucoup à sa campagne, c'est-à-dire que c'est très bien fait, c'est très bien léché. L'image devant la pyramide du Louvre, moi j'aime cet endroit, le mélange de modernité
et d'histoire, donc c'est très réussi. C'est très réussi sur le plan de la communication, très réussi sur le plan d'image, très réussi sur le plan du marketing. Et ça a très réussi puisqu'il a été élu président de la République. Simplement, il a fait 23% au premier tour. Et sans 24. vraiment dire, c'est ce qui lui a aussi aidé, parce que il se trouve que j'ai croisé beaucoup de militants En Marche pendant ces 15 jours où moi j'ai fait campagne pour dire qu'il fallait voter pour lui et qui ne disaient pas tous la même chose. Ils n'attendaient pas tous la même chose de leur président pour lequel ils faisaient campagne. Et donc c'est pour ça que la question c'est celle du projet. Et je vais vous dire, en politique, il y a quelque chose pour moi d'essentiel, ça s'appelle les convictions et la constance. Les convictions et la constance, c'est peut-être pas très moderne, c'est sans doute peut-être moins efficace en termes de communication, mais je crois que c'est être plus honnête vis-à-vis de celles et ceux qui vous font confiance. Donc avoir accablé Emmanuel Macron comme Jean-Marie Le Guen ou d'autres quand ils étaient Pas vous, Cécile au Duflot, gouvernement. pas vous, s'il vous plaît. Pas moi non, quoi Non, pas vous sur les histoires de critiques de Ah non, mais Emmanuel moi- Macron ou du gouvernement. Je pense que vous êtes illustré tout à fait particulièrement dans ce rôle. Oh, pendant ce un match-là, certain on va nombre pas le d'années. refaire non Donc, plus. s'il vous plaît, On va pas le refaire de non leçons plus. Alors, de- moi, j'ai sur ce participé à une terrain-là. majorité sur un projet. Quand ce projet n'a pas été tenu et que les engagements n'ont pas été tenus, je suis partie. Alors que d'autres adorent quand on leur propose des postes ou qu'ils veulent être réélus députés. Chacun On va sa pas façon. refaire ce non, match-là. c'est pas un match. Duflot, C'est pas une match, c'est un une peu de façon, pudeur. c'est une façon de concevoir la politique. Oui, la Bien. constance des engagements, le sens de la parole donnée, c'est quelque chose d'essentiel. Et effectivement, les responsabilités qui pèsent sur les épaules d'Emmanuel Macron et encore davantage, pour répondre à votre question, après qu'il a donné cette image de lui seul, marchant dans la nuit, portant le poids du destin de la France sur ses épaules, vont être très lourdes. Parce qu'il ne pourra pas s'en sortir avec de la communication, parce que ce n'est pas en Bien. regardant les océans qu'on les empêche de monter, parce que ce n'est pas en disant que, en ayant un mot pour l'écologie, qui est le mot écologie, qu'on arrive à lutter contre le dérèglement climatique. Ça nécessite du courage et des choix. Bien. Et des choix. Barbara Pompili, ces premiers instants d'Emmanuel Macron président, vous les avez trouvés justes Juste et ou surtout. fake, comme disait un peu Oui, non, Eric mais Woerth. je crois Eric Woerth, qu'on a eu un peu là, justement, l'illustration de ce que les Français ont rejeté au premier tour, c'est-à-dire la politique un peu politicienne, à l'ancienne, où il faut critiquer pour critiquer, c'est pas mon camp, donc forcément, ce n'est pas les bonnes idées. Ça a été rejeté par les électeurs et aujourd'hui, il y a un nouveau chapitre de la vie politique française qui s'ouvre et qui s'ouvre sur de très belles images ce soir, des images de responsabilité et aussi et surtout des images de rassemblement et d'optimisme et beaucoup de jeunesse aussi dans les personnes qui étaient là. Je ne crois pas qu'on peut vraiment réformer un pays et faire avancer le peuple avec soi quand on ne donne pas d'impulsion, quand on ne donne pas d'optimisme. On a besoin d'avoir l'envie et il nous la donne. Et après, effectivement, il va falloir qu'il réunisse autour de son projet. Il va le faire en présentant des candidats qui représenteront son projet et qui, je l'espère, seront majoritaires à l'Assemblée C'est nationale. une autre campagne qui va commencer, qui a déjà un peu commencé, qui a déjà un peu commencé d'ailleurs. On va les revoir dans un instant, ces images qui ont marqué cette soirée. D'abord, on tire les enseignements de ce qui s'est passé ce soir. Léa, d'abord avec nos éditorialistes. Absolument, puisque Nos la éditorialistes, carte politique a explosé ce soir, puisque les logiciels politiques, les logiciels de tous les journalistes politiques vont devoir être réactivés, changés, réamorcés. Eh bien, on tire les enseignements avec la chef du service politique de France 2. Bonsoir, rebonsoir Bonsoir, Nathalie Léa. Saint-Cric. Qu'est-ce que vous retenez ce soir, Nathalie? Vous retenez la victoire d'Emmanuel Macron, son score, l'abstention, les nuls. Qu'est-ce que vous retenez? Alors, je retiens bien évidemment sa victoire, et puis surtout sa victoire extrêmement rapide. Il y a un an, on était aux fêtes de Jeanne d'Arc et il faisait des déclarations. Je vais vous en citer une très rapidement. Jeanne était un rêve fou, elle s'impose comme une évidence. Mais évidemment, il parlait de lui. Et de fait, nous, on a quelquefois, vous allez nous changer nos puces, comme vous avez dit, notre logiciel. On a été certains à dire bulle médiatique, le canuet, je sais pas quoi. Bon, bref, il a réussi. C'était pas un politique, il n'avait pas de parti, il avait 39 ans. Il a fait tout ça très rapidement et avec une certaine forme de professionnalisation. À côté de ça, il a l'intelligence ce soir et le sens politique de dire il y a des gens qui n'ont pas voté pour moi, il y a de la colère. C'est-à-dire que toute la campagne, et Mélenchon et Marine Le Pen sur la France d'en bas, finalement, la France qui souffre, la France qui envoie un signal qui est certes extrémiste mais qui est surtout malheureuse, celle-là, je vais la rassembler. Et puis maintenant, c'est maintenant que le problème se pose. C'est-à-dire qu'il a parlé d'une majorité de changement. Alors on l'a vu avec votre plateau toute la soirée. Il y a deux groupes de socialistes. En gros, il y a Cécile Duflot, enfin socialiste écolo. Il y a Najat Vallaud-Belkacem qui, elle, continue à être dans le PS. Il y a ceux qui vont avec Valls, vont essayer de l'aider. Et puis il y a les Républicains qui sont sur leur logique de cohabitation en disant attention, nous on va essayer de gagner les élections, mais on ne voudra pas vous aider. Alors sa majorité, elle n'est pas gagnée. On va voir. Et c'est pas sûr que ça bouge suffisamment. Et s'il n'a pas de majorité, comme le sondage de Brice dit que les Français le souhaitent, eh bien, il risque d'être sérieusement entravé
On attend quelque chose avec impatience, c'est lundi prochain, le lendemain de la passation, le nom du Premier ministre. Si c'est un Premier ministre classique, en marche pur sucre, ça risque d'être assez difficile de faire cette espèce de rassemblement, ou alors il réussit à avoir une personnalité un peu différente qui pourra faire une forme d'ouverture. On va voir. On verra. Vous n'avez pas d'informations. Je ne vais pas me ridiculiser encore une fois. Pas à cette heure. On attend. On change nos logiciels. Brice Teinturier, vous allez compléter sur ce que dit Nathalie Saint-Cric avec votre sondage que vous nous avez révélé en exclusivité ce soir, Ipsos Soprasteria. 2 chiffres édifiants. D'abord, sur les motivations du vote. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Ce qu'on peut retenir, c'est que le vote des électeurs d'Emmanuel Macron est un vote d'adhésion. 57% nous disent qu'ils ont voté pour Emmanuel Macron parce qu'il incarne le renouvellement ou pour son programme ou pour sa personnalité. Mais le vote de Marine Le Pen est encore plus un vote d'adhésion, à 78%. Donc on voit là une très belle victoire ce soir d'Emmanuel Macron. Il a obtenu 20 600 000 suffrages exprimés environ. Il accroît donc par rapport au premier tour de 12 millions ces suffrages. Mais en même temps, il y a un certain nombre de fragilités. Il y a une adhésion qui est moins forte que pour Marine Le Pen. Il y a, on l'a dit, 61% des Français qui ne souhaitent pas, à date en tous les cas, qu'il ait une majorité absolue. Alors ça, pardon, on n'a pas assez insisté ce soir, oui, mais c'est quand même, aussi. Nathalie, je pense que vous êtes d'accord, c'est le chiffre édifiant de la soirée. C'est un point très ce important. Soir, pour la première fois, parce qu'il faut le dire, sous la Ve République, je parle sous votre contrôle, chaque président élu avait automatiquement une majorité. Il y a un élan. Et ce n'est pas le cas, non, c'est pas ce ce n'est que pas veulent le les cas, Français. ce n'est pas encore le cas. cas. C'est un souhait qui est majoritaire et même massif chez les électeurs de François Fillon, chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, y compris d'ailleurs chez ceux également de Nicolas Dupont-Aignan. Ils ne souhaitent pas qu'Emmanuel Macron ait une majorité absolue. Donc c'est une victoire à consolider, belle victoire mais à consolider. Si vous y ajoutez que 16 millions de Français se sont soit abstenus, soit ont voté blanc et nul, parce que les blancs et nuls ont explosé, plus de 4 millions de blancs et nuls. C'est beaucoup plus que c'est tous. Historique, on n'avait jamais vu ça. Et sur l'abstention, on le répète, voilà. et sur l'abstention et sur le vote blanc, c'est historique. Donc, le total, même si les abstentionnistes et ceux qui votent blanc et nul n'ont pas le même comportement, mais ça fait quand même un tiers des Français qui ont refusé ce second tour. Et donc c'est une belle victoire, encore une fois, pour Emmanuel Macron, mais c'est une victoire à confirmer. En réalité, cette présidentielle est une présidentielle à 4 tours, et Emmanuel Macron n'aura définitivement gagné que le 18 juin, au second tour, au soir du second tour des élections législatives, s'il a cette fameuse majorité qu'il espère. On sera là. Un dernier mot, Nathalie Saint-Cric. Vous les avez vus évoluer, les hommes politiques. Vous les regardez, vous les observez. Vous l'aviez vu venir, celui-là, honnêtement Après les fêtes de Jeanne d'Arc, oui, parce qu'il avait quelque chose de... Et d'ailleurs, sa femme, c'était son épouse aussi, qui a dit, on l'a rapporté, je ne sais pas si c'est apocryphe ou réel, mais qui a dit, c'est pas drôle tous les jours de vivre avec Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que ce jour-là, c'est le 8 mai, il y a un an. Enfin, il y aura un an demain, il y a peut-être un an déjà. Il fait un discours parallèle à celui de François Hollande. Normalement, le 8 mai, la République, la France, la Nation, on le laisse au président de la République, et puis on ne voit pas s'y mettre. Lui, il est ministre de l'économie, et puis il sort de son terrain, il y va, et on a l'impression qu'il a une espèce de... vous voyez qu'il a été touché par la grâce, je ne sais pas. En tout cas, il se passe quelque chose dans sa tête, et à ce moment-là, on se dit, on ne sait pas quand il va partir, mais il partira. On ne sait pas comment il va partir, mais il partira. Et c'est à ce moment-là que, on peut regarder les papiers de l'époque pour voir si on n'a pas dit de bêtises, mais qu'il s'est vraiment passé quelque chose et qu'on s'est dit qu'il était définitivement sur une trajectoire et qu'on ne pourrait pas l'arrêter. Et François Hollande s'est dit la même chose. Emmanuel Valls encore plus. On verra, on fera du fact-checking sur vos papiers. Nathalie Saint-Cric, merci à tous les deux. À vous, David. Oui, Nathalie, rendez-vous dans le journal de 20h demain, parce que vous semblez quand même avoir des infos sur les premiers ministrables possibles. Vous nous en direz peut-être plus. Restez avec nous si vous nous rejoignez, parce que la soirée d'Emmanuel Macron n'est pas terminée. Il y a une autre fête qu'il va rejoindre dans quelques instants. On va en parler. D'abord, la cartographie du vote. Marie-Sophie Lacaro, rebonsoir. On a beaucoup parlé des 2 France à l'issue du premier tour. Est-ce qu'on est en face de 2 France aussi ce soir ? Regardez, c'est très clair. Voici la nouvelle carte de France. Elle a changé de couleur en fonction des résultats officiels validés par le ministère de l'Intérieur. Que voit-on ? D'abord, dans les dom-toms, la Guadeloupe et la Martinique ont à 100%, toutes les communes à 100% ont placé Emmanuel Macron en tête. C'est en métropole, sensiblement la même chose en Bretagne. Regardez, à peine 3 ou 4 petits points bleus, idem dans le centre et dans un grand quart sud-ouest. On va regarder le score d'Emmanuel Macron au Touquet, c'est sa ville. Il est à plus de 80%. Regardez. À Tulle, la ville de François Hollande, là, il frôle les 78%. Et puis à l'instant, on a Anne Hidalgo qui tweet que Emmanuel Macron fait 90% sur la ville de Paris. C'est un tweet à l'instant d'Anne Hidalgo. Si je reprends notre carte, alors que voit-on aussi ? C'est que c'est un peu plus contrasté en Corse et dans le sud-est. On a du bleu, on a du gris.
c'est nettement en faveur de Marine Le Pen dans le nord et dans l'est. Là, dans plusieurs petits villages, la candidate frontiste totalise, regardez, plus de 95% des suffrages. Alors cette carte, elle est évidemment interactive, elle va continuer de se remplir tout au long de la soirée et vous la retrouvez bien sûr sur notre site franceinfo.fr. Et impressionnant tout de même cette France coupée en deux avec un axe est-ouest pas tout à fait vertical, mais enfin qui dessine bien deux France. Merci Marie-Sophie. Je vous disais que la soirée d'Emmanuel Macron n'était pas terminée. Bonsoir Margot Manière. Vous êtes au quartier général d'Emmanuel Macron, donc rue de la Veigroult, et dans le 15e arrondissement de Paris. Et Emmanuel Macron va revenir parce qu'il se déroule là-bas une autre petite fête. Exactement, vous voyez la liste, les invités arrivent ici petit à petit. 500 personnes ont été invitées, m'expliquait un bénévole tout à l'heure. Les salariés, les membres du comité politique, les référents en région. Emmanuel Macron a voulu organiser cette fête pour leur dire merci, me dit-on. On l'attend donc David dans quelques minutes. Et puis l'image sera évidemment différente de celle de la rotonde du premier tour. Alors à l'intérieur en ce moment, me disait une bénévole, déjà de l'ambiance, de la musique et des cocktails. On attend maintenant Emmanuel Macron. Merci Margot et on reviendra vous voir dès que vous apercevez le nouveau président de la République. On part à l'esplanade du Louvre. Vous retrouvez encore une fois Arnaud Comte. Vous nous faites vivre cette soirée avec Jeff Wittenberg, Thierry Curté et toutes les équipes de France 2. Arnaud, vous n'êtes pas seul. Non, je ne suis pas seul. Je suis avec Ruben à côté de moi. Alors sur notre plateau, on parlait d'une victoire à consolider avec un vote à 4 tours qui prend en compte les législatives. Est-ce que ça va le faire pour Emmanuel Macron? Oui, ça va le faire. Il y aura des candidats En Marche dans chaque circonscription et les candidats En Marche seront aptes à faire voter la France pour le projet du président Macron. Alors, il y a des gens qui ne sont pas encore totalement convaincus. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron va réussir encore à rassembler davantage cette France divisée dans la perspective des législatives? Franchement, on l'a vu qu'il a réussi à rassembler quand même pour les présidentielles et franchement, c'était pas gagné. On avait quand même des doutes par rapport à la montée des extrémismes et je pense que ça va le faire. Ouais. Les élections législatives, ce sont des scrutins qui sont régionaux où il faut des candidats qui sont ancrés. C'est pas forcément le cas de tous ceux qui soutiennent Emmanuel Macron. Non, au contraire, les candidats sont ancrés et dans chaque ville, notamment par exemple à Colombes, à Asnières ou dans d'autres villes des Hauts-de-Seine ou ailleurs, il y a des candidats locaux qui sont très compétents, très bons et sur le terrain depuis septembre et qui sont connus et reconnus dans le porte-à-porte. Alors vous le voyez, l'enthousiasme est bien présent ici sur la place du Louvre. Merci à vous Arnaud Comte. Il est 23h presque 30 et vous suivez avec nous depuis presque 6 heures maintenant cette soirée électorale présidentielle. Alors qu'on accueille Ramayad et Nicolas Bay sur ce plateau, on va vous donner la parole dans un instant. Je voudrais vous rappeler les chiffres que nous avons à 23h28. Emmanuel Macron a donc remporté cette élection présidentielle avec plus de 65,8% des voix contre 34,2% à Marine Le Pen. Ce sont les chiffres à retenir avec ceux de l'abstention et des votes blancs qu'on détaillait il y a un instant avec Brice Teinturier. Mais pour l'heure, David Pijadas a quitté sa place à côté de moi pour monter sur la mezzanine un petit peu plus haut avec de nouveaux invités que je vous laisse nous présenter, David. Exactement, c'est l'heure des enseignements de la soirée, c'est l'heure des observateurs attentifs de notre vie politique. Essayiste, politologue. Bonsoir Olivier Duhamel. Bonsoir Pascal Bruckner. Merci d'être avec nous. Vous avez observé les résultats de ce second tour. Vous avez observé la soirée de ce second tour. On en parlera dans un instant. Mais d'abord, sur ces résultats, j'ai une question simple à chacun d'entre vous. Ce soir, vous êtes séduit ou plutôt inquiet, Pascal Bruckner? Je crois qu'il ne faut pas bouder son plaisir. C'est une belle victoire. C'est une trajectoire fulgurante depuis un an. Donc il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron a réussi un pari qui n'était pas du tout gagné, puisque tout le monde ricanait quand il a quitté l'Élysée l'été dernier. Donc quoi qu'on pense, ou quels que soient les sous-entendus qu'on puisse avoir vis-à-vis du candidat, il faut dire bravo. Et on a, comme tout le monde l'a répété ce soir, on a évité le pire. Et le pire, c'était un tête-à-tête Mélenchon-Le Pen. Alors à quoi faites-vous allusion quand vous parlez de ces réserves? Je vous ai entendu dire il y a peu, il y a trop de je t'aime dans la campagne d'Emmanuel Macron. Oui, c'est-à-dire que c'est un candidat qui, hors parti, hors gauche et droite, et qui s'est présenté d'emblée comme le candidat du lyrisme. C'est-à-dire qu'il a voulu avoir une communion
avec ses électeurs, avec ses partisans qui étaient des fans. Et certains de ces meetings, on en a suivi à la télévision, ressemblaient parfois à des concerts de rock beaucoup plus qu'à des meetings politiques. Et ça, c'est fâcheux? On le voit, pardon, je vous interromps, parce qu'en même temps que vous parlez, on voit le convoi d'Emmanuel Macron qui est en train d'arriver à son quartier général dans le 15e arrondissement de Paris. Espérons qu'il arrivera bien. Non, c'est pas fâcheux, mais effectivement, c'est un style qui est un peu différent de la politique française et qui peut parfois susciter une sorte de fusion avec la foule, beaucoup plus que la réserve qu'appelle la politique. Tous les grands hommes politiques ont maintenu une certaine distance avec le peuple et avec les électeurs, et cette espèce d'adhésion du partisan avec son chef peut avoir des aspects un peu gênants ou parfois même ridicules. Olivier Duhamel, vous plutôt séduit, si je ne m'abuse, vous comprenez quand il y a ces interrogations? Vous savez ce que je pense à ma place, alors vous êtes super doué. Je pense un peu le savoir. À votre question séduit inquiet, figurez-vous que c'est exactement les deux, voyez-vous? Séduit et inquiet. Ouais, séduit parce que c'est un moment, je suis absolument persuadé que ça restera comme un moment historique quand on étudiera l'histoire de la France de cette époque et l'histoire de la Ve République. Historique parce qu'il est jeune, historique parce qu'il recompose, parce qu'il casse les clivages. Voilà, parce que c'était inimaginable dans notre vieux pays démonarchique, démocratique et monarchique à la fois, d'élire quelqu'un qui n'est pas d'un des deux grands partis, il est d'aucun des deux, qui ne connaissait pas il y a 3 ans, qui a si peu d'expérience politique, qui a 39 ans, il faut remonter à Louis XIV ou Louis-Napoléon Bonaparte pour se permettre d'élire des jeunes. Donc, séduit par le bouleversement que ça représente dans notre culture politique, le saut en avant démocratique que ça représente dans notre culture politique, et inquiet, parce que inquiet si ça n'était qu'un feu de paille. Et comme la tâche est tout sauf facile, ça pourrait n'être qu'un feu de paille. Alors ça, c'était quand même pour répondre à votre question. Pour répondre d'un mot à Bruckner, le problème avec les pessimistes ou les tristounets ou les critiques systématiques comme mes excellentes amis par ailleurs, sur le plan personnel, ce qui n'a rien à voir à la Finkielkraut, Pascal Bruckner et autres, c'est que... Moi, je ne suis pas tout pessimiste. Finalement, désolé de vous le dire. Ils nous donnent toujours... Oui, là, vous avez dit qu'il ne faut pas bouder notre plaisir, et 3 secondes après, vous avez dit que des bouderies. Non, pas des bouderies, alors, quand dans les meetings des partis, il n'y a pas un chat ou Cécilis dans lui, on dit regardez, les partis, c'est plus rien, la politique n'intéresse plus personne. Et puis, quand il y a du monde qui s'enthousiasme, on nous dit c'est un meeting de rock'n'roll. Donc, ils ont parlé toujours tout faux, quoi. Pour Pascal Bruckner. Non, pas du tout. Mais enfin, la politique est un travail sérieux. Donc, on peut à la fois être content de l'élection d'Emmanuel Macron et aussi se poser des questions. Vous-même, je crois que vous êtes inquiet, donc je pourrais aussi vous retourner le compliment des tristounets. Donc vous me direz non, moi je ne suis pas tristounet, mais effectivement, il y a un certain nombre d'ambiguïtés dans les discours d'Emmanuel Macron qui ont été énoncés au cours des 9 derniers mois qu'on a le droit de relever. À quoi pensez-vous? Le droit à tous les droits, ça c'est sûr, c'est pas une très question de droit. Alors, notamment, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a souvent semblé ne pas répondre au principe de non-contradiction. Par exemple, il a dit pas de repentance pour la colonisation, mais la colonisation était un crime contre l'humanité. Si c'est un crime contre l'humanité, alors c'est pas beaucoup plus que la repentance. Il faut traîner au tribunal tous ceux qui la défendent. Et ensuite, il dit devant les harkis, je vous aime et je vous ai compris, ce qui était au pire une maladresse. Ensuite, il dit aussi, il n'y a pas de culture française, il n'y a que des cultures en France. Donc, on est un peu dérouté. Et je pense que je ne suis pas le seul à être comme ça. Non, et que par conséquent, on a le droit de demander au président de la République, puisqu'il l'est aujourd'hui, des éclaircissements. Olivier Duhamel, cette première soirée du président Emmanuel Macron, vous l'avez trouvée comment? Alors, pour être honnête avec vous, je n'ai pas bien suivi le deuxième discours au Louvre parce que j'étais sur le chemin pour venir ici, etc. Donc j'ai plutôt suivi même très bien suivi avec toutes mes notes, vous voyez, surlignées et tout, le premier discours. Et le premier discours, je l'ai trouvé très très bien, en contraste absolu avec celui du premier tour, qui était quand même consternant, de mélange de vide et d'un contretemps, de fêter une victoire qui n'existait pas, etc., d'aucun sens du drame et de l'histoire. Donc vous voyez, je fais des critiques aussi. Mais ce discours du second tour, je trouve que il avait la dimension dramatique qu'on attendait. Il avait beaucoup d'aspects churchilliens sur la gravité de la situation, sur les fractures sociales, sur l'affaissement moral, etc. Quelques aspects à la Kennedy quand même, l'esprit de conquête qui incarne le génie français, ça m'a fait penser à la Nouvelle Frontière. Mais
Est-ce que ça veut dire qu'il fait des bons et des mauvais discours et que donc il est capable du meilleur ou du pire, ou est-ce que ça veut dire que l'accès à la présidence l'a hissé un peu au-dessus de l'avant? Un mot de conclusion, 15 secondes chacun. On a eu pas mal d'espoir en politique ces dernières années, avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande. On a souvent été déçus, quand je dis on, c'est les Français. Comment vous sentez les choses? Plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? En quelques mots. Écoutez, moi je vais vous dire, ce que je préfère chez Emmanuel Macron, c'est Brigitte. C'est-à-dire que Macron brise un cliché. Le cliché, c'est que d'habitude, des hommes d'un certain âge vont avec des jeunes filles. Lui, c'est l'inverse. Donc il renverse le lien entre les générations. Et ce que j'aime aussi chez lui, ce qui m'a le plus séduit, c'est son éloge du travail et son éloge de l'argent, qui va contre le tabou français. Nous, Français, nous détestons l'argent, surtout celui des autres, pas celui que nous gagnons. Et je trouve bien de mettre les pieds dans le plat et de dire il y a de l'argent juste et les entrepreneurs ne doivent pas avoir honte des gains qu'ils font. Donc Macron va peut-être nous décevoir, et même très certainement, puisque c'est le jeu, mais peut-être aussi va-t-il, comme disent les Suisses, nous décevoir en bien. Et ça, ce serait la meilleure option. Olivier. Oh non, je n'ai rien à ajouter. Je trouve ça tellement ce qu'on ressent tous, à savoir que on est quand même un petit peu passé du vote strictement par défaut au vote avec un peu d'espoir. Et puis par ailleurs, la magie du suffrage universel et la magie de l'élection, c'est que tout de suite ça change quelque chose. Et que donc l'instant d'après, même les gens qui n'ont pas voté Sarkozy, ils ont un moment en 2007 sarkozyste. Même les gens qui n'ont pas voté Hollande, ils ont un moment en 2012 hollandais. Et même, à part ceux qui font leur boulot en dessous, là, pour les législatives, on les comprend, chacun ses contraintes, même ceux qui n'ont pas voté Macron, ou même ceux qui ont voté Macron par défaut, ce soir, c'est déjà un peu plus. Mais ce soir, combien de temps? La magie du suffrage universel. Merci à vous deux. Léa, c'est à vous. Avec nos deux derniers intervenants, vous avez vu un certain nombre d'invités politiques se succéder sur ce plateau depuis 20 heures. J'accueille Ramayad, ancienne secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle, mais vous n'avez pas eu les 500 parrainages suffisants. Et Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, je vous pose la première question à vous. On a entendu Marion Maréchal Le Pen en direct avec nous ce soir, sans langue de bois, dire qu'elle était déçue et qu'il y avait une réflexion à mener. Est-ce que vous partagez son avis ? On peut toujours avoir un peu de déception sur le résultat, qui est malgré tout très bon. Marine Le Pen atteint près de 11 millions de suffrages. C'est un record historique. On n'a jamais atteint un niveau aussi élevé. Ça la place en situation d'être le chef de l'opposition de façon très claire dans le prochain quinquennat. Ensuite, qu'on essaye d'être encore plus rassembleur, encore plus efficace. Ce sera le chantier des prochaines semaines, des prochains mois, compte tenu aussi de ce nouveau statut, justement. Elle disait, Marion Maréchal, pour être précis, elle disait que finalement, cette sortie de la zone euro, cette sortie de l'euro que Marine Le Pen a matraquée, eh bien, c'est peut-être ça qui vous a fait perdre des voix. Non, je ne crois pas. Je crois qu'en revanche, c'est un sujet sur lequel nos positions ont été caricaturées. Et on a beau avoir beaucoup expliqué qu'on ferait ça en concertation, on le ferait évidemment en donnant la parole aux Français et que c'était nécessaire compte tenu de l'évolution probablement très néfaste de ce système monétaire. On n'a sans doute pas été suffisamment convaincant. Là aussi, on peut en tirer les conséquences. Est-ce qu'elle paye, pour être très claire et sans langue de bois, est-ce qu'elle paye sa prestation au débat, si vous êtes honnête? Je ne crois pas du tout. Je crois que Marine Le Pen, dans ce débat, a montré, a souligné les incohérences, les carences d'Emmanuel Macron, et elles sont nombreuses. Aujourd'hui, les Français ont choisi Emmanuel Macron. C'est lui le président de la République. Nous en prenons acte. Nous sommes respectueux du suffrage universel. Mais il faut construire cette opposition de demain. Or, ce n'est pas les dirigeants de la droite qui ont appelé à voter Macron dès 20h05 le 23 avril qui peuvent incarner cette opposition crédible. On voit aussi que dans les rangs de la droite, aujourd'hui, beaucoup lorgnent sur des places dans la future coalition gouvernementale. Donc ça les décrédibilise assez lourdement. Et nous sommes du côté de ces électeurs qui avaient peut-être voté pour la droite au premier tour, qui ont voté pour un certain nombre d'entre eux pour Marine Le Pen au second tour et qui ne veulent pas du tout avoir se rallier comme ça à un Emmanuel Macron, dont on voit aujourd'hui très clairement qu'il est le candidat du Parti socialiste. Le fait que les députés sortants du Parti socialiste en particulier puissent se présenter en ayant le soutien d'Emmanuel Macron, c'est la preuve qu'il est le candidat de la continuité de François Hollande. Beaucoup de monde ce soir encore sur l'esplanade du Louvre, vous le voyez. On danse, on continue à faire la fête. Un peu de monde aussi dans le 15e arrondissement où Emmanuel Macron doit participer à une autre fête avec ses proches. Il est arrivé, il doit participer à cette petite fête qui est organisée là, en guise de remerciement d'une certaine manière avec son équipe. Ramayad, bonsoir. Ce soir, vous êtes en marche. Ce soir, je voudrais d'abord me féliciter du cadre démocratique préservé, avec évidemment la défaite du Front National.
Féliciter évidemment le nouveau président élu. Mais de tout cela, il sort quand même que la République est ébranlée, reste ébranlée. Effectivement, 11 millions de voix, c'est beaucoup. 16 millions d'abstentionnistes et de votes blancs, c'est énorme. Tout le monde n'a pas voté aujourd'hui comme ceux qui adhèrent à son mouvement pour Emmanuel Macron par enthousiasme, mais pour sauver encore une fois la République. Je lui souhaite de réussir. Je veux dire, pour la France, pourquoi ? Parce que si ça ne marche pas cette fois, la prochaine fois, effectivement, Marine Le Pen ou un responsable du Front National sera président de la République. Mais Ramayat, vous avez été candidate vous-même. Vous avez le même âge peu ou prou qu'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a réussi là où vous n'avez pas réussi ? Est-ce que vous reconnaissez l'exploit quand même ? Ah oui, je voudrais effectivement souligner l'exploit exceptionnel au point qu'on ne peut pas dire qu'il y est arrivé tout seul. Il a eu manifestement beaucoup d'aide, beaucoup de soutien qui lui ont permis d'en arriver là. Ce que nous n'avons pas, nous autres de la même génération, eu la chance d'avoir. Et je voudrais saluer effectivement la performance personnelle. Néanmoins, si c'est un renouveau générationnel, j'attends encore de savoir si ce sera un renouveau politique. Parce que les chantiers qui sont devant nous, dans ce pays fracturé, parce que tel est l'état du pays, c'est la gravité qui doit l'emporter aujourd'hui, plutôt que la joie, eh bien, nous avons bien des chantiers, notamment cette France des oubliés, cette France populaire qui ne se sent pas représentée. Au-delà de l'audace réformatrice pour la France d'en haut, je crois qu'il est important de prendre en compte le retour de l'ascenseur social. Vous n'avez pas répondu à la question de David, alors je vous la repose. Est-ce que vous êtes en marche ou en tout cas, est-ce que vous seriez prête à travailler avec Emmanuel Macron si vous le demandez ? Je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne par opportunisme, mais en fonction de mes convictions. Si je pense qu'Emmanuel Macron fait des choses positives pour l'intérêt du pays, je soutiendrai. Si je pense qu'Emmanuel Macron fait des choses qui ne sont pas dans l'intérêt du pays, je le dirai également. Donc vous réservez votre réponse. Je réserve ma réponse. Et puis, vous l'avez dit vous-même, c'est une élection présidentielle à 4 tours. D'ici les élections législatives, il peut se passer des choses. Un nouveau gouvernement va être choisi. Les premières actions vont être lancées. Les Français pourront déjà élaborer un premier jugement. Mais en tout cas, je lui souhaite de réussir pour notre pays. Merci à vous deux. C'est la fin de cette soirée. Léa, on va revoir quelques-unes des images marquantes, et notamment celle-ci, celle d'Emmanuel Macron, marchant seul vers la scène de l'esplanade du Louvre, sur une scénographie qui rappelle évidemment celle de François Mitterrand au Panthéon. Et puis, Emmanuel Macron, rejoint par sa famille. Et oui, par sa famille, avec cette image très à l'américaine. On n'était pas habitué à voir cette image-là, voilà, d'Emmanuel Macron, de sa femme Brigitte, des enfants et des petits-enfants de Brigitte Macron, qui se considèrent comme sa propre famille. Pas d'élus politiques, pas de dirigeants politiques, pas d'hommes politiques ou de femmes politiques à ses côtés pour entonner cette Marseillaise, mais une image familiale. Certains font le lien avec Kennedy. En tout cas, il y avait quelque chose à la fois de mitterrandien et à la fois de très américain dans cette scénographie ultra calibrée quand même, hein, on l'a dit, d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est la fin de cette soirée. La France, vous le voyez, a un président, un jeune président inconnu il y a 3 ans, victoire large, très large. Oui, la dynamique était du côté d'Emmanuel Macron dans ces derniers jours de campagne. Merci de nous avoir suivis. Merci à Pascal Doucet-Bon qui a préparé cette émission avec nous sous la direction de Michel Field. Merci à Didier Froli qui l'a réalisé. Il est aux manettes depuis presque 6 heures maintenant. Merci à Anne-Laure Caillé pour l'édition, à Laurence Bessac, Guylaine Poulet et Frédéric Rambier pour la production. Merci surtout encore une fois à vous de nous avoir suivis et écrits. Léa, bonsoir. Je crois qu'on se retrouvera dans 5 ou 6 semaines, si mes calculs sont bons, avant, pour les législatives. dans l'émission politique. Mais oui. avant cela, pour un numéro de l'émission politique, restez sur France 2, parce que tout de suite, cette soirée, elle se poursuit avec l'ami Julien Bugier. Vive la politique. Merci, bonsoir. Il reçoit de nombreux invités, Julien. Très bonne fin de soirée sur France 2.